Bonsoir todo mundo. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estão entrando. Aqui. Zazu Martin, bonsoir. Bonsoir, boa tarde, né? Ah oui, notre invité spécial, Marc, est arrivé. Coucou Marc. Donc, il m'a envoyé déjà une sollicitation, c'est super. Ok. Marc! Comment ça va, Marc? Ça va, ça Tu va. m'entends bien? Oui, oui, je t'entends. Très bien. Et Zazou, tu m'entends bien? Bonjour. Astre, c'est ça? Eben, allez, bonjour. Bon, non, bonsoir déjà. Ok, est-ce que vous m'entendez? Je mets mon portable au silencieux parce que ça va, ça va certainement sonner. Ça sonne toujours au mauvais moment, comme par hasard. Donc, je le mets au silencieux. Voilà, voilà, voilà. Alors, Marc, nous avons déjà 9 personnes qui sont en ligne, Yes. sont en direct avec nous. Bienvenue, bienvenue a tous. Bem-vindos a todos. Então, gente, essa live vai ser traduzida, tá? Português, francês. Então, o Marc vai falar e eu vou traduzir, igual eu fiz no meu Instagram pessoal. Donc, je disais que le live, il sera aussi. Je vais faire une traduction simultanée. Donc, Ouais. Marc, il va parler et moi, je vais traduire aussi pour ceux qui ne parlent pas français. D'accord? Donc, restez là, hein, même si, même si, voilà, vous attendez un petit peu pour que je traduise, mais voilà, c'est pour que tout le monde puisse vraiment participer, puisse vraiment être informé et voilà, participer à ce live. Ouais. D'accord? Donc, je Par, vous par souhaite contre, à tous la bienvenue. Oui, Marc? c'est Dillard, c'est vraiment quelque chose d'interactif, hein. Donc, n'hésitez pas, voilà, à poser des questions, à nous couper, à dire que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez besoin qu'on répète les choses et voilà, ça rendra la chose plus dynamique possible. Voilà, não, o Mark disse que vai ser muito interativa, o que a gente quer é que seja realmente muito interativo. E se vocês tiverem perguntas, podem parar, podem mandar as perguntas, podem perguntar se vocês não estiverem entendendo, se vocês estiverem entendendo, se não estiverem de acordo, também podem falar, tá bom? Então, Marc, le thème de notre live d'aujourd'hui, tu peux nous parler un peu à propos de ce thème? Alors, Pourquoi tu as choisi ce thème déjà? alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Déjà, Déjà, excusez-moi, je vous ouais. rappelle le thème. Apprendre a memoriser, un mythe à déconstruire. Então, aprender a memorizar um mito para ser desconstruído. Marc, pourquoi tu as choisi ce thème? Alors, déjà, j'ai choisi ce thème parce que je trouve il est déjà accrocheur. Parce que je me dis qu'on a quand même des préjugés, en tout cas, sur l'apprentissage et sur la mémoire. Uhum. Alors, déjà, au travers de mes études, hein, donc je suis neuropsychologue, on nous a bercé sur le fonctionnement du cerveau, sur la mémoire, sur les différents stades, en tout cas, d'apprentissage. Et c'est seulement au fur et à mesure de mon expérience professionnelle que je me suis posé de réelles questions. Et Uhum. du coup, je me suis basé directement sur mon vécu propre. Si je peux te donner un petit exemple. Oui, Marc, oui, 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 Marc, avant l'exemple, il faut que je traduise. Ah, d'accord, vas-y. Marc, n'oublie pas qu'il faut que je traduise. Donc, eu perguntei pro Mark, gente, por que que ele escolheu esse tema, né? Por que que esse tema toca muito ele. E ele disse justamente que é porque nós temos, muitas vezes temos muito
preconceito, né, quanto à aprendizagem, como é que podemos aprender. E ele, na experiência dele como neuropsicólogo, ele sempre se perguntou muito sobre essa questão, como aprender e justamente por que nós temos tanto preconceito quanto a isso, né? E às vezes até bloqueamos o nosso cérebro, mesmo sem saber. Então agora ele vai falar um pouquinho da experiência pessoal dele, que isso também ajudou na escolha desse tema. Ele tem uma expérience muito legal para contar pra gente. Vamos lá então. Oui, Marc, maintenant tu peux partager ton expérience. Moi-même, j'avais des problèmes en fait de mémorisation. Parce que du coup, ça ne se voit pas, mais c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. J'ai ce qu'on appelle un trouble déficitaire de l'attention avec hyper ou sans activité. Alors ça fait rigoler beaucoup mes collègues parce qu'ils me disent ouais mais Marc, pourtant on dirait pas que tu as cette difficulté parce que au contraire je trouve que tu arrives à mémoriser pas mal d'informations compte tenu de mon travail. Et c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions par rapport à cela. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une conférence sur la mémoire. Parce que je pense que c'est des choses qui sont aujourd'hui, en tout cas, importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tout est basé sur la performance intellectuelle et cognitive. C'est-à-dire que si on n'arrive pas forcément à optimiser notre capacité cérébrale, eh bien, on peut finalement, des fois, peut-être perdre un contrat, ne pas avoir la promotion qu'on peut avoir au niveau de notre travail, ne pas finalement avoir, du coup, l'examen qu'on souhaite, le diplôme qu'on souhaite acquérir, parce qu'on ne sait pas comment, finalement, mémoriser. Ok, je traduis. Désolé, Marc. Pas de souci. Oui, je traduis. Donc, gente, eu perguntei para ele, né, por que do tema, e aí ele me falou também, gente, que foi por uma experiência pessoal, né? O Mark, por incrível que pareça, ele, enquanto neuropsicólogo, apesar de ter conseguido, né, ter esse status também hoje que ele tem, ninguém sabe, ninguém imagina que ele mesmo tem um déficit de atenção muito grande. Então, estudar a neuropsicologia para ele foi mais do que um simples estudo, a simples escolha também, ser psicólogo foi mais que a simples escolha de uma profissão, né? E ele achou que propor esse tema justamente para que ele fosse discutido era uma oportunidade para as pessoas que também têm esse déficit de atenção ou algum outro déficit que ele, como ele disse, que é ele fala que é handicap invisível, tu as dit, Marc, c'est ça? Que é uma deficiência invisível. Então, ninguém sabe que ele tem essa deficiência se ele não falar, né? E é o que acontece justamente com muitas pessoas que às vezes não conseguem aprender, não conseguem memorizar e acabam ficando até mesmo desmotivadas. E essa falta de motivação pode até atrapalhar na hora de ter um contrato, conseguir justamente ter um contrato, ter um trabalho, né? E também conseguir superar tudo isso para poder continuar os estudos. Então, essa foi a grande motivação do Marc, a experiência dele própria para poder ajudar os outros. Bem legal, Marc. Merci. E até mesmo os colegas dele não acreditam hoje que ele tem esse déficit de atenção. Então, vamos ver, porque justamente o que ele vai falar para a gente aqui dá certo, né? Então, vamos continuar. Oui, Marc, on continue. Okay. Donc, tu disais que ça peut aussi peut-être empêcher aux personnes d'avoir un contrat de travail, de poursuivre les études, tout ça. Donc, c'est... Oui. Finalement, notre société est basée en tout cas sur la performance. C'est-à-dire que finalement, avoir la capacité à pouvoir finalement stocker beaucoup d'informations pour finalement être performant, soit dans son milieu professionnel ou dans une volonté aussi entrepreneuriale. Aujourd'hui, on a besoin de pouvoir finalement mémoriser beaucoup d'informations pour pouvoir finalement obtenir les résultats qu'on veut avoir au quotidien. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous touche en tout cas aujourd'hui. Je me rappelle samedi dernier, je parlais avec... vas-y. Então, ele disse que, na verdade, o mundo que a gente vive hoje, né? Esse mundo nos obriga a memorizar muitas coisas. O mundo que nós vivemos hoje, na verdade, nos obriga a estarmos sempre conectados e sempre memorizando muitas coisas e fazendo com que o cérebro trabalhe ainda mais para isso, né? E agora ele vai dar um exemplo, justamente sábado passado, ele vai falar o que aconteceu. Oui, Marc. Ouais. Et du coup, voilà, je me rappelle finalement que je parlais avec
avec un conférencier donc voilà, je lui disais que j'allais faire cette conférence et il me disait que lui aussi qui serait intéressé à pouvoir participer à cette conférence pour finalement avoir des outils pour pouvoir du coup mieux mémoriser parce qu'il disait qu'il avait des difficultés à pouvoir mémoriser voilà, ses écrits. Et il me disait, mais comment, voilà, j'aimerais bien avoir quelques outils pour optimiser ma mémoire, pour attirer beaucoup plus de personnes, pour être beaucoup plus convaincant. Ok. E ele disse, gente, que no sábado passado mesmo ele estava conversando com alguém que também faz conferências, né? Uma pessoa super habituada a fazer palestras, um palestrante. E ele conversou com ele, disse que ele faria essa live hoje aqui com a gente. E a pessoa ficou super interessada, porque às vezes a gente vê as pessoas, né, dando palestras, fazendo conferências aqui e ali, e acha que a pessoa tem um super cérebro, né? Ela tem assim uma super memória, mas na verdade tudo é treino, né? E não é porque hoje Ouais, o próprio Mark ou aquela pessoa, né, com quem ele falou, essas pessoas fazem esse tipo de trabalho, né, que elas não precisam mais treinar o cérebro, né? Então, esse palestrante ficou super interessado voilà. justamente nessa live, porque ele queria aprender técnicas de memorização, técnicas de aprendizagem para poder chamar ainda mais pessoas para as palestras dele. Super interessante isso. Oui, Mark. Il y a aussi cette mère de famille qui me disait aussi qu'elle était finalement intéressée pour aussi participer à cette conférence parce qu'elle se posait des questions sur comment accompagner ses enfants dans les premières acquisitions, comment les aider finalement à pouvoir être à mieux finalement apprendre leurs leçons, à optimiser leur mémoire. Donc on voit que finalement, qu'on soit enfant, jeune ou adulte, eh bien la mémoire du coup traverse en fait ces âges. On voit que c'est quelque chose qui nous touche et qui Uhum, soit signe de bonne santé ou signe aussi, comme dit, de performance. Donc c'est quelque chose qui est à l'heure du temps, comment mémoriser, comment apprendre uhum. à apprendre. Uhum. E ele disse agora, gente, que na verdade uma pessoa, né, uma mãe de família que falou com ele, conversou com eles também sobre essa questão da memorização, né? Disse que ficou bem interessada porque na verdade no caso dela, o interesse dela por esse tema, né, de memorizar e desconstruir esse mito da memorização, que é difícil e tudo mais, era justamente porque ela quer acompanhar o filho dela, o desenvolvimento do filho dela, que ainda é uma criança, né? Acompanhar esse desenvolvimento escolar e também desenvolvimento da aprendizagem do filho dela. Então, a conclusão que o Mark chegou antes, né, ou antes de que esse dia chegasse hoje, né, é que justamente esse tema foi um tema muito bem escolhido, porque isso toca tanto adultos quanto crianças, né? O desenvolvimento do cérebro, a capacidade que temos de estocar informações, ela vai ser desenvolvida ao longo do tempo, né? Com a idade. Então, todas as idades, em todas as idades, nós podemos aproveitar dessas capacidades que o cérebro tem para que nós possamos evoluir. Isso é muito interessante. Oui, Marc. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'était. Oui? Non, vas-y, pas de souci, vas-y. Oui? Non, en Ah, fait, ça, c'était les raisons pour lesquelles tu as choisi ce thème. Mais c'est c'est très ça. bien. Ouais, tu as d'autres choses à nous dire pour Oui, voilà, alors c'est pour ça approfondir que ça? c'est pour ça en fait que aujourd'hui en fait on va euh, comprendre qu'il est important finalement de déconstruire le mythe que l'on a sur l'apprentissage. Alors je vais pas vous dire qu'il faut finalement reprendre notre cursus scolaire, mais plutôt en fait le questionner et revoir les choses par rapport depuis la base. Alors on va pas forcément pouvoir aujourd'hui parler de tous les processus, tous les types d'apprentissage. On va juste finalement euh, décliner quelques petites étapes et après, par la suite, on pourra approfondir. Ok. Hoje nós vamos falar, na verdade, dessa desconstrução desse mito que é a aprendizagem, né? Ele disse que nós não vamos voltar todo mundo para a escola, né, para aprender de novo, não é isso. Mas sim, a partir de agora, começar a treinar o nosso cérebro para aprender de maneira diferente e aprender muito mais. Então, hoje vai ser uma conferência mais assim geral, né, falando sobre alguns tipos de aprendizagem, como fazer, algumas dicas, né, de memorização e alguns temas que serão citados aqui serão aprofundados em outras lives específicas, tá? Então hoje é a primeira de muitas, se Deus quiser, que nós vamos fazer juntos. Ok, Marc. Ok, Donc, la déconstruction de l'apprentissage. ouais, Et construire. comment nous pouvons faire ça? Déconstruire. Parce que, en fait, tout ce qui est ancré dans notre tête, c'est vraiment difficile à Bien sûr, ouais. se débarrasser, quoi. Eu Bah, disse que tudo. Eu perguntei para ele, gente, como é que podemos fazer para desconstruir justamente esse mito, porque tudo que já está ali concentrado no na nossa cabeça, tudo aquilo que já
tá ali desde há muito tempo, é muito difícil de se separar, né? Então, como fazer essa desconstrução? Alors, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être qui n'est pas facile, mais en fait qui est possible en fait. Pour ça, parce que je j'aimerais juste voilà, vous te présenter en fait une lecture que j'ai lue dernièrement. Il s'agit d'une population de l'Asie du Sud-Est. On les appelle en fait les gitans des mers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils passent la moitié de leur vie en fait sur la mer. Donc, c'est-à-dire que c'est une population qui est nomade et donc les enfants naissent sur les embarcations, les personnes meurent sur les embarcations. Donc comme tu vois, ils passent la moitié de leur vie en tout cas sur en train de naviguer sur la mer. Et plusieurs chercheurs en neurosciences, se sont intéressés à cette population parce qu'en fait ils avaient quelque chose de particulier. Ces enfants pouvaient ah pardon, ouais. Oi. Para nos ajudar a entender essa questão da desconstrução, né, desses mitos que a gente mesmo constrói e desse mito que é a não conseguir, né, evoluir na aprendizagem, o Mark está nos falando, nos dando um exemplo. Na verdade, ele leu faz pouco tempo sobre uma população, são nômades do mar. Não sei se vocês já ouviram falar nessa população. Na verdade, é uma população que nasce nas embarcações e elas podem até morrer nas embarcações. Por exemplo, elas passam a vida delas inteira dentro de um barco. E alguns pesquisadores se interessaram por essa população e começaram a fazer pesquisas, né, e estudos em cima deles. E aí agora o Marco vai dizer para a gente que tipo de estudo e o que aconteceu e por que eles fizeram isso. Oui, Marc, d'accord, continue. Donc, ce sont des personnes qui peuvent même mourir dans leur, Donc en fait, ouais, dans donc, leur bateau. sont acclimatés, en tout cas adaptés à leur environnement. Et la particularité en fait de ces enfants, c'est qu'ils peuvent finalement nager en profondeur. Ils peuvent finalement atteindre une distance de 6 à 8 mètres de profondeur en apnée, pas avec un tuba, pas avec du coup un masque. En apnée, ils peuvent descendre 6 à 8 mètres de profondeur. Donc, Ok. E os pesquisadores observaram que essas crianças que nasciam nessas embarcações, gente, elas adquiriam habilidades que outros seres humanos, né, que vivem na terra, assim, em terra firme, né, não tinham, como, por exemplo, em mergulhar de 6 a 8 metros com a apneia. Então, eles podem mergulhar profundamente, coisa que nós que vivemos aqui em terra firme, né, não conseguimos. E eles podem ficar ainda muito tempo embaixo da água, mergulhando de 6 a 8 metros sem nenhum problema. Et alors? Alors, rien que moi, je me dis, moi, déjà, descendre à 2 mètres en apnée, je commence déjà à paniquer, à souffler, et à me dire, bon, c'est quand je reviens à la surface. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, il y a un truc, super intéressant, il faut que je creuse. Et du coup, plusieurs chercheurs se sont posé la question aussi, ben, pourquoi finalement ces enfants, donc ces gitans des mers, arrivent finalement à pouvoir descendre de 6 à 8 mètres de profondeur en apnée. Et ils ont vu en fait aussi que l'autre particularité de ces enfants, c'est qu'ils arrivent finalement à modifier le diamètre du cristallin en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui leur permet en fait de voir sous l'eau. Donc voilà, donc je dis c'est pas des mutants, c'est pas des personnes qui ont une mutation génétique, non, c'est des personnes qui ont la même composition que vous et que voilà, on a la même composition génétique, mais qu'ils arrivent finalement volontairement à modifier en fait le cristallin pour voir en fait sous l'eau. Alors que finalement ça c'est des choses qui est géré par le système nerveux périphérique, c'est quelque chose qui est finalement involontaire, mais eux ils arrivent volontairement à le modifier. Ok. Então, uma outra particularidade, gente, dessa população é que, além deles poderem mergulhar de 6 a 8 metros, né, sem nenhum problema, e o Mark disse que ele enquanto, vai lá, uma pessoa que vive, né, em terra firme, quando ele vai mergulhar 2 metros, já está desesperado, né, pensando, quando é que eu vou voltar, meu Deus do céu, quando é que eu vou subir de novo, tá aqui na beira, e ele imaginou como essas pessoas justamente conseguem mergulhar tão profundamente sem ter essa sensação de pânico, né? E não só ele, mas outros pesquisadores se perguntaram a mesma coisa. Outra coisa que eles descobriram, outra particularidade dessa população, é que quando eles estão dentro da água, mergulhando profundamente, entre 6 e 8 metros, essa população consegue modificar o diâmetro do cristalino. Então, quer dizer que elas podem ver dentro da água, coisa que nós não podemos.
E o que é mais interessante ainda é que elas fazem isso de maneira voluntária, diferente da gente, porque o Mark explicou, gente, que é, teoricamente, né, essa questão de ver ou não ver é algo involuntário, né? Geralmente nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos gerenciar isso. E essa população, sim, ela consegue. Essa população consegue gerenciar justamente essa questão de ver ou não dentro da água em grande profundidade. Isso é muito interessante. Oui, Marc. Alors, donc, ils arrivent à voir, même s'ils sont dans l'eau. C'est ça. Et c'est vraiment... Sans lunettes, en modifiant finalement leur, du coup, de quelques diamètres, de quelques centimètres de diamètre, mais en modifiant leur cristallin, ils arrivent finalement à voir sous l'eau. Et du coup, ça, c'est une prouesse de la plasticité cérébrale. Et la question que je me suis posée, c'est bon, moi, je vais pas essayer de faire ça en allant seulement 2 heures par semaine à la piscine, mais en termes d'apprentissage par rapport à notre société contemporaine, est-ce qu'il est possible aussi de pouvoir modifier en fait la structure de notre cerveau pour pouvoir être performant sur le plan cognitif. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on pense souvent que bon, un enfant est intelligent, c'est quelque chose qui est inné. Voilà, s'il a un QI de 180, c'est soit parce que son père est médecin ou parce que voilà, c'est quelque chose qu'il a des dispositions génétiques qui font en sorte que c'est un bon élève. Un bon élève, c'est peut-être parce que du coup, voilà, c'est quelque chose il est né comme ça ou qu'il n'est pas stimulé. Non. Donc, je me suis posé la question, je me suis dit, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible de pouvoir modifier notre structure cérébrale pour être plus performant? Est-ce qu'on peut toujours apprendre à 80 ans, à 90 ans? Est-ce qu'il est toujours de finalement pouvoir modifier notre structure cérébrale? Então, e aí, gente, com todas essas leituras, né, e esses exemplos, o Mark mesmo se perguntou, mas, gente, espera aí, se eles conseguem gerenciar algo que teoricamente é involuntário, então, será que isso não é justamente um grande exemplo da plasticidade, na verdade, cerebral? Como é que o nosso cérebro se modifica? E será que é possível? O Mark se perguntou, né? Será que é possível modificar a estrutura do cérebro para poder aprender mais? E não importando em qual idade, será que uma pessoa de 100 anos, 93 anos, 94, será que ela tem a mesma capacidade cerebral de aprender como aquela criança que acabou de nascer ou aquela criança de 2, 3 anos que está na idade da evolução, da aprendizagem? Será que tem diferença entre isso? Então, essas foram as questões que o Marc se perguntou, né? Se fez. Ok, alors, je t'ai posé ces questions et tu as eu de réponses? Alors, ben, ça m'a plongé en tout cas dans les travaux d'un d'un orthopédagogue, on appelle, en Belgique on les appelle comme ça, qui est Joseph Storder. Et en fait, il s'est inspiré Alors, attends, Joseph Storder. Storder. Comment on écrit Joseph Storder? Parce qu'après, je vais écrire... Storder, Stordeur. Et du coup, lui, il s'est appuyé sur une expérience qu'a fait un professionnel donc, du nom de Ulmer en 1939. Et lui, en fait, il a pris des élèves, il s'est rendu compte dans une classe, il a pris des élèves et il a dit, bon, il a constitué 3 groupes. Donc j'ai pas mon PC, j'aurais fait un petit tableau, mais voilà. Donc il a pris donc 3 groupes d'élèves. Le premier groupe d'élèves, c'est des élèves comment dire, qui ne connaissaient pas la géométrie. Ils ne connaissaient pas donc ce que c'était un carré, un losange. Voilà, c'était la première fois qu'ils entendaient parler de géométrie. Le second groupe sont des élèves qui avaient besoin finalement, enfin, qui connaissaient la géométrie mais de manière classique. Donc c'est-à-dire de manière comme on apprend à l'école. Voilà, purement scolaire. Et le troisième groupe, c'est un groupe auquel il a apporté une nouvelle approche qu'on appelle la technique de pensée. Ok. Ouais. Alors, donc, je fais un petit résumé. Donc, toi, tu t'es posé les questions et après, tu es tombé sur un il est Joseph Stordor, c'est ça? Stordor? Ouais, psychopédagogue. Il é psicopedagogue, ok. Gente, aí o Mark se perguntou essas questões, fez essas perguntas, né? Sobre a plasticidade do cérebro e será que uma pessoa pode aprender ou não, dependendo da idade. Daí ele começou a fazer pesquisas, ele encontrou um autor que é pedagogue, que é psicopedagogo, né? E que se chama Joseph Stordor. Eu vou escrever aqui para vocês o nome do psicopedagogo. Assim vocês não vão
Esqueci. Ah, não. Vocês podem procurar depois, né? Se quiserem saber mais sobre esse autor. E esse autor, gente, ele fez uma experiência. Ele pegou três grupos de alunos que não sabiam, três grupos diferentes, né? O primeiro grupo eram alunos muito bons que conheciam as formas geométricas, né? E tinham boas notas, eram muito bons alunos. O segundo grupo eram de alunos que sabiam assim mais ou menos, né? E o terceiro grupo era um grupo, aquela classe assim, aquele grupo que não sabe nada, né? Não aprende nada, tem dificuldade, aquele grupo assim colocado de lado. E aí ele fez uma experiência com esses três grupos. O Mark vai nos falar agora dessa experiência. Como foi e por que que ele fez isso e quais foram os resultados que ele teve através dessa expériência. Ok, Marc, donc tu nous as dit, il a partagé en fait trois groupes. Des Voilà. très bons élèves, des élèves moyens et ceux qui n'arrivaient pas à suivre, c'est ça? Et du coup, et comme je disais, dans ces trois groupes, il y avait trois types d'élèves, donc Mhm. les super forts, les moyens et ceux qui n'étaient pas forcément les mauvais élèves, entre guillemets, ce qu'on appelle de manière classique dans les écoles les mauvais élèves. Mais ce qu'il Mhm. a vu, en fait, il a vu quelque chose de particulier. C'est que déjà, en fait, dans les deux premiers groupes, donc dans le groupe qui ne connaissait pas la géométrie et le deuxième groupe qui connaissait la géométrie de manière classique, il y avait un gain d'apprentissage qui était plus ou moins intéressant, mais il y avait une disparité énorme. C'est-à-dire que les plus forts, en Mhm. fait, restaient forts et les plus faibles Mhm. restaient faibles. Alors que dans le troisième groupe, dans la technique de pensée, il a vu en fait que leur gain d'apprentissage était nettement plus supérieur que les deux autres groupes. Et l'élément le plus important, c'est que finalement, il n'y avait pas de disparité. C'est-à-dire que les plus forts étaient très forts, les moyens étaient très forts et les plus nuls étaient très forts. Si bien que même les plus nuls étaient plus forts que les deux autres groupes, les deux autres Ok. premiers. Ok, então, gente, quando ele fez essa divisão de grupos, né, para ensinar para esses alunos a geometria, na verdade, é, ele constatou que com os exercícios que ele dava, com exercícios clássicos, né, os bons alunos continuavam super bons alunos, os mais ou menos também mais ou menos, e os ruins sempre ruins. Então, ele resolveu aplicar uma técnica, technique de la pensée, é isso, Mark? A técnica do pensamento, né? Depois ele vai explicar um pouquinho o que que é essa técnica. E aí ele percebeu que, na verdade, aqueles alunos que eram ruins passaram a ser tão bons quanto aqueles que eram muito bons. Então agora ele vai nos falar um pouquinho sobre o que que é essa técnica do pensamento, né? Technique de la pensée. Marc, tu peux nous dire un peu plus à propos de cette technique de la pensée? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est quelque chose de tout bête en fait. C'est-à-dire que pour finalement, il leur fait comprendre ce qu'était un rectangle. Donc un rectangle, c'est donc une figure qui a quatre côtés. Mais pour finalement comprendre et assimiler que le rectangle a quatre côtés, il fallait le comparer à d'autres figures qui n'avaient pas quatre côtés. Donc il leur demandait quelle était la caractéristique de ce rectangle, comparé à d'autres figures, par exemple le losange ou un triangle. Donc il devait comparer ces deux autres figures, dialoguer, leur dire pourquoi pourquoi ils trouvaient que le rectangle était différent des autres figures. Et du coup, Mhm, ça leur permettait d'intégrer en fait pour eux-mêmes cette mhm. information. Et c'est ce qu'on voit. Ok. Oui, oui, continue, Et continue. en fait, dans Fini. le processus d'apprentissage, il faut d'abord comprendre, ensuite apprendre et après mémoriser. Et c'est cette technique Ok. qui permet à ces enfants de faire. Ok, très bien. Gente, então assim, o Mark explicou o que que é essa técnica do pensamento, né? Na verdade, é algo muito simples que a gente faz até e às vezes nem se dá conta. Na verdade, a criança faz muito isso, né? O adulto não, porque o adulto quer saber o porquê de tudo, né? Mas a criança ela faz muito isso. E na verdade é simplesmente uma técnica de comparação. Então, esse psicopedagogo, o que que ele fez? Para ensinar as formas geométricas, por exemplo, para as crianças, ao invés de dizer, de pegar a figura de um triângulo e mostrar, olha, esse aqui é um triângulo, esse aqui é um retângulo, esse aqui é um quadrado. Não, o que que ele fez? Ele fez as crianças pensarem e compararem as formas geométricas. Então,
Ele pegou um triângulo, por exemplo, que tem 3 ângulos, né? E disse, por que que isso daqui não pode ser um quadrado? Ah, vamos ver. Então, por que que não pode ser o quadrado? Porque o quadrado tem 4 ângulos. Então, vamos ver o que que é um ângulo? Então, ele foi lá, explicou o que que era o ângulo, mostrou. Então, dessa forma, ao invés de aprender as formas geométricas isoladamente, eles aprenderam, os alunos conseguiram aprender todas as formas geométricas de maneira junto, né? E sem nenhum problema de compreensão, nem teve que adaptar nada. Então, tudo isso porque, segundo a conclusão, né, dessa técnica, é que para você ter uma boa aprendizagem, você tem que primeiro compreender, depois que você compreende, você vai aprender e só depois você vai memorizar. Se você fizer, por exemplo, o sentido inverso, não vai dar certo. E compreender, aprender, memorizar. Essas são as 3 técnicas de realmente memorização e trabalho justamente do cérebro para que você não, é uma memória de longo termo, para que você realmente não esqueça aquilo que você aprendeu. Génial, Marc, très très bien. Donc, comprendre, apprendre, mémoriser. Et Ça ça, veut dire que si je saute une de voilà. ces étapes, Ouais. peut-être que je n'aurai pas... Oh, pardon. Ma tablette est tombée. Peut-être que je n'aurai pas la même performance, en fait, que j'attends. Oui, en tout cas, ce sont les clés finalement de l'apprentissage. C'est-à-dire que si je comprends ou si j'apprends sans comprendre, ou que si j'apprends et que je mémorise sans comprendre, et ben du coup, au niveau cérébral, en fait, eh bien, ça, il y aura finalement les lois, enfin, il y a quelque chose les étapes seront sautées. Et au niveau de notre cerveau, ben, les informations vont passer à la mémoire à court terme, mais ne va pas finalement passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, en fait. Donc, ça va pas rester finalement dans la durée, parce que du coup, les étapes ne sont pas respectées. Et Ok. Então, gente, a chave, na verdade, da aprendizagem, da memorização, é justamente a compreensão. Se eu não compreendo o contexto em que eu estou inserido, eu não compreendo a matéria, eu não compreendo ali o objetivo daquela aprendizagem, eu não posso aprender e, teoricamente, eu não posso memorizar. E o que acontece muito, por exemplo, na área pedagógica, né, principalmente, é que muitas vezes os professores querem nos fazer memorizar algo que nós não aprendemos e, teoricamente, nós não compreendemos. Então, realmente, isso vai... No momento, você vai memorizar um diálogo, por exemplo, vai memorizar uma situação, mas você não vai guardar na sua memória, na sua longa memória, né? Por quê? Porque isso não foi compreendido. Então, gente, a frase é compréhension. Laira Moy, elle nous a posé une question, un exemple pratique de ces 3 étapes. Marc, tu peux nous donner un exemple pratique de ces 3 étapes? Un autre exemple? alors, c'est voilà. Je vous pose une petite question. Est-ce que du coup, si je te dis par exemple, Alice, le théorème de Pythagore, est-ce qu'aujourd'hui tu saurais toujours l'appliquer, le théorème de Pythagore, et dans quel contexte il s'applique? Ok. Tu peux me dire oui, je Gente, viens dans... Moi, j'avoue, moi-même, j'ai aussi oublié. Mais Laira, você fez o Mark agora me colocar em maus lençóis, porque ele me perguntou agora, por causa da sua pergunta, ele me disse, Alice, será que você lembra da teoria de Pitágoras? Como é? Teoria de Pitágoras? Eu nem me lembro mais. Nem me lembro mais. Então, ele vai me explicar por que que eu não lembro, por que que eu não sei utilizar isso hoje na minha vida. Je dis Marc, je dis à Laira, que en fait, à cause de sa question, tu m'as posé une question que je ne sais pas te répondre. mais en Je fait, ne sais même pas dire ça en portugais. Théorème de Pythagore. mais en fait, tu vois, le souci, il est là. Parce que du coup, même moi, je me rappelle quand j'étais en S et j'apprenais du coup des formules, et je les apprenais en fait seulement pour apprendre. Je les apprenais parce que du coup, j'avais le contrôle et après, ça passait de ma mémoire, ça passait de ma mémoire immédiate, dans ma mémoire de court terme, parce que j'en avais besoin, mais ça ne passait pas de ma mémoire de court terme à ma mémoire à long terme, parce que je ne l'apprenais pas pour moi en fait. C'est ça en fait. Et donc, pour répondre à la question de Laïra, c'est ça, c'est que la première étape, c'est de comprendre pour soi. En quoi ça fait écho pour moi. Donc la technique de pensée fait en sorte que en quoi ça fait écho pour moi. Je me rappelle, j'étais en master de neuro et on devait faire des tests, des bilans neuropsychologiques pour des personnes qui étaient déments, enfin qui avaient des personnes qui avaient des troubles cognitifs, dont par exemple la maladie d'Alzheimer. Donc on apprenait des tonnes de tests, que ce soit le RLRI-16, la BREF, des tests qui évaluent les troubles des exécutifs. Et à un moment, je suis allé voir ma prof et je lui ai dit non mais il y a un truc qui ne va pas. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je dis, mais je ne comprends pas pourquoi je dois faire ces tests-là. Si je ne comprends pas pourquoi je fais la chose, je ne pourrais pas apprendre.
Donc, elle a pas compris, mais bon. Mais en fait, c'est pour répondre finalement à cette question. C'est que si on ne l'intègre pas pour soi, si ça ne fait pas sens pour soi, et bien du coup, ça ne pourra pas passer de la mémoire de court terme à la mémoire à long terme. Donc, ça va passer Ok. ça va rester dans la mémoire immédiate et la mémoire à court terme. Très bien. Laira, então, ó, para responder a sua pergunta, um exemplo, né? Daí ele nos perguntou, quem é que lembra aqui do Teorema de Pitágoras, né? Como é que eu uso hoje nos dias atuais? Como é que eu aplico isso na minha vida? Ou seja, eu não aplico. E ele disse que ele também não, porque quando ele estava justamente na escola, ele memorizou só para fazer o teste, né? A prova, passou na prova e depois logo esqueceu. Por quê? Porque não fazia sentido para ele. Então, a chave, na verdade, da aprendizagem é a aprendizagem para você aprender e memorizar e estocar essa informação na sua memória a longo termo. Você precisa compreender e você precisa dar um sentido para essa aprendizagem na sua vida. Se essa aprendizagem não toca você, se essa aprendizagem não tem uma interferência na sua vida, logicamente você vai aprender, você vai memorizar ali, você vai ver, vai memorizar, mas com certeza isso não vai ficar. Então, teoricamente é isso, você tem que ter um objetivo nessa aprendizagem. Então, se essa aprendizagem não faz sentido para você, então, infelizmente, essa aprendizagem não vai ser 100%. Très bien, Marc. Ok, donc on continue. Alors que, Laira, será que nós respondemos a sua pergunta? Et Laira, est-ce que nous avons répondu à ta question ou c'est clair, oui ou non? Donc, j'ai demandé à Lara si c'était clair. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cet exemple, Marc, parce que justement, il y a des choses qu'à l'école, ils nous font apprendre. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Pour rien faire, en fait. C'est ça le problème. Ça devient une obligation, en fait. Et des fois, très, très lourd. en fait, et ce qui est intéressant, c'est que c'est, comment dire, c'est que c'est le modèle d'apprentissage qu'il faut en fait questionner. C'est qu'en fait aujourd'hui, on va pas forcément jeter la pierre à l'institut parce que tout ils font finalement peut-être qu'ils ne savent pas mais ce qui est intéressant c'est que pour améliorer notre capacité d'apprentissage, il faut s'arrêter sur le contexte, sur l'objet et sur le sujet. C'est ce que disait, du coup, comme je disais, ce psychopédagogue. Et en fait, si c'est par manque de temps ou par manque de moyens, comment dire, aujourd'hui, la scolarité d'aujourd'hui, en fait, s'arrête essentiellement sur le contexte. Donc, c'est-à-dire, est-ce que finalement les locaux sont l'aménagement de l'espace est disposé pour favoriser l'apprentissage. Donc, c'est important hein, que les tables soient bien en face du maître, qu'il y ait une juste distance, que la lumière, ça c'est super. Ensuite, il s'arrête aussi, enfin, l'éducation s'arrête aussi sur, donc j'ai dit le contexte, sur l'objet, donc sur la matière, sur le programme. On parle souvent de programme scolaire. Il faut que les enfants suivent le même programme scolaire au même rythme. Et ceux qui sont au ralenti, eh bien, tant pis pour eux. Donc, du coup, et l'autre aspect, c'est sur le sujet. Alors là, le sujet, ça demande beaucoup plus de temps parce qu'il faut connaître l'individu dans sa singularité. Dans sa singularité, pas seulement psychologique, mais dans sa singularité aussi, comment dire, neurobiologique, neurocognitif. C'est-à-dire qu'en fait, on ne raisonne pas de la même manière parce qu'on est issu différemment. On a une structure cérébrale bien que similaire, mais un fonctionnement qui est différent. Et on a aussi une intelligence émotionnelle, on en reviendra tout à l'heure, qui est essentielle. Une intelligence émotionnelle qui est différente. Et c'est sur ce troisième aspect, en fait, qu'on oublie de s'arrêter et de développer. S'arrêter sur le sujet. Ok. Ok. Ouais. Désolé, Marc. J'ai traduit cette première partie. Então, gente, com base nisso tudo, né, que nós falamos, nesse exemplo, nessa questão de compreender, aprender e memorizar, nós acabamos chegando no tema, né, escolar. Por que que muitos alunos têm dificuldade em seguir justamente essas regras escolares, essas matérias, essas disciplinas que às vezes são impostas, né, para os alunos? Porque justamente o contexto escolar de hoje, né, o contexto escolar que nós conhecemos quando éramos crianças e que hoje as crianças ainda continuam nesse mesmo ritmo você tem aqui o contexto, né, que todos devem estar no mesmo contexto, como se todos nós fôssemos bolinhos que cabem na mesma forma, né? Então, você tem aqui o contexto, que é justamente o espaço onde aprendemos, né? Você vê que a estrutura de uma sala de aula é o professor na frente
e os alunos ali na frente do professor, ou até mesmo, né, ao redor, enfim, mas o professor é o centro, né? Então, o professor é ele que vai falar e os outros vão absorver, né? Esse é o espaço, é a estrutura da sala de aula, que até hoje é assim. E depois disso, você tem aqui o objeto, né, que também é trabalhado, você tem o programa, né, a matéria, o programa escolar. Fala-se hoje muito de programa escolar e ter que seguir esse programa. Então, quando você tem que seguir um programa no qual você não se adapta, é muito complicado. E é por isso que nós temos o que chamamos hoje, né, nas escolas, infelizmente, de maus alunos, né? Alunos que não vão bem, alunos que não conseguem evoluir somente porque eles não se enquadram nessa forma que foi criada justamente. E o grande problema é o terceiro ponto, que é justamente o sujeito, né? Porque quem tá aprendendo, quem é essa pessoa que aprende, como ela aprende? O Mark nos explicou que cada indivíduo é diferente, né? O indivíduo tem a sua singularidade. Então, e essa singularidade não é levada em consideração quando nós temos uma aprendizagem. Estamos ali no meio, né, escolar. Então, ser diferente, essa inteligência emocional de cada um, ela não é trabalhada, infelizmente. E isso eu digo também enquanto professora, né, de língua estrangeira, isso fala muito comigo, porque essa inteligência emocional, justamente quando a gente trabalha essa inteligência emocional em sala de aula, isso faz toda a différence para a aprendizagem do aluno. Alors, Marc, je disais aussi, en fait, je apportais un peu mon expérience, un exemple de mon expérience personnelle, en fait, en tant que professeur de français, parce que cette question de l'intelligence émotionnelle, justement, quand on arrive à travailler l'individu en soi, l'apprentissage, elle est beaucoup plus efficace. En fait, ça va nous apporter beaucoup plus de fruits et on va voir vraiment l'évolution de l'apprenant, de l'élève. Il y a Phil Seven qui nous dit pour ma part, j'applique cette technique en musique. Donc, je pense qu'il parle de la technique comprendre, apprendre, mémoriser. Il dit qu'il applique déjà Ouais. cette technique en musique et je ne Ouais. peux retenir les accords que parce que j'ai compris leurs utilisations en ce moment précis. Voilà. Donc, il comprend et après, il retient les accords. C'est magnifique. Chargeur, ton chargeur. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit aussi, ton chargeur, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, en fait, c'est que le fait qu'il puisse finalement apprendre une autre technique, apprendre la musique par, finalement, par cette logique, ça peut lui permettre finalement de ouvrir d'autres connexions cérébrales. Et ça passe finalement, comme tu dis, par cette intelligence en fait émotionnelle. Uhum. Ele disse que, na verdade, o fato de aprender, né, a música dessa maneira, isso abre outras conexões neurais, né? Então, aprender algo, aprender um instrumento, por exemplo, possibilita que novos neurônios possam se criar. E isso pode, como se fosse uma caixinha que vai estocando. Então, quanto mais você trabalha algo, mais você compreende algo, mais você tem a capacidade de estocar. Marc, Laila a dit elle dit, je comprends l'importance, mais je ne mémorise pas. Elle comprend l'importance de l'apprentissage dans sa vie, mais elle n'arrive pas à mémoriser. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Laira à propos de ça? Alors, déjà, c'est de se dire dans quel contexte elle n'arrive pas à mémoriser. Qu'est-ce qui, du coup, dans son environnement ou qu'est-ce qui ne favorise pas finalement cette intégration en fait de ces informations. Tu me permets d'embrayer en tout cas sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et en fait, ça va répondre du coup à cette question, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de cerveau, le cerveau pensant et le cerveau en tout cas émotionnel. Et si je vous pose la question là, brute de pomme comme ça, à votre avis, lequel des deux c'est développé le premier dans la neurogenèse. Ok. À votre avis, lequel des deux? Est-ce que c'est le cerveau émotionnel ou le cerveau rationnel, le cerveau pensant? Ok, je traduis. Donc, Laira, ele perguntou assim, né? Para sua conclusão, você disse, eu não entendo, eu entendo a importância, mas eu não consigo memorizar. Então, eu perguntei para o Mark, por que ela entende, mas ela não consegue memorizar? Então, ele falou que, primeiramente, temos que ver
o contexto em que você se encontra, em que contexto você não consegue memorizar. Por que que isso acontece? E aí ele passa justamente a falar sobre, a nos lembrar sobre a inteligência emocional. Por que essa inteligência emocional é tão importante para a aprendizagem, justamente. E ele nos falou também que existe, na verdade, o cérebro, existe dois tipos, né? Duas partes cerebrais. Uma parte que é a parte racional e a outra parte que é a parte emocional. Então, ele nos pergunta, segundo o que a gente acha, né? A nossa opinião. O que veio primeiro? O que foi criado primeiro? A parte racional ou a parte emocional? O que vocês acham? Respondam aí, vamos participar. Então, a Laira dit que pour elle, la partie émotionnelle est venue avant. Phil Ouais. Selve aussi. Et après, Laira dit pas d'émotion. Elle n'a pas d'émotion, Laira. Je pense que c'est pour ça qu'elle n'apprend Ah, pas. en, Faut être ému. en tout cas, c'est une bonne réponse. Effectivement, c'est la partie émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, la base de notre cerveau, la base en fait au niveau de la neurogénèse, elle s'est construite en fait ce qu'on appelle sur le lobe olfactif, le bulbe olfactif. Donc ça veut dire l'odorat. C'est-à-dire que c'est étonnant de se dire en fait que le cerveau s'est construit à partir du premier sens, l'odeur. Ben, pourquoi? Si par exemple quand j'accompagne des patients qui oui. Alors, excuse-moi. Tu as dit en fait que c'est la partie émotionnelle qui s'est construite d'abord, c'est ça? C'est ça, la Donc, partie. ce qui dit la neurogenèse, c'est Ouais, ça? c'est Et ça. là, ça s'est construit à partir du sens, l'odorat, c'est ça? C'est-à-dire que le cerveau s'est construit, donc le premier sens qui est venu, le cerveau s'est construit à partir du bulbe olfactif. Donc c'est à partir donc de l'odeur en fait. De l'odorat. Ok, je traduis cette partie avant que je l'oublie. Então, Mark disse que, na verdade, essa é a boa resposta, né? A boa resposta é que o cérebro, a primeira parte do cérebro a ser construída é justamente a parte emocional. E o que é super interessante é que a neurogênese, né, ela diz que a primeira parte do cérebro a ser construída justamente para essa questão da emoção é o olfato, a parte olfativa. Então, é o olfato que vai ser o primeiro sentido a ser criado. Gente, isso faz todo sentido, porque quando você sente o cheiro de alguma coisa, às vezes os cheiros, os perfumes, eles podem levar vocês para longe, né? Já Ah. aconteceu com vocês? Marc, tu as compris ce que je dis? Bien sûr, j'ai compris, mais c'est intéressant. Je tombe amoureuse de la langue allemande, mais parce qu'en fait, elle va comprendre pourquoi. C'est ça que c'est intéressant. C'est qu'en fait, tu vois, donc comme je disais que donc le bulbe olfactif, c'est l'odeur. Par exemple, j'accompagne des patients qui ont eu un traumatisme crânien, c'est-à-dire qui sont dus à un accident ou dus voilà, à un choc. Donc c'est-à-dire que et bien ces personnes qui ont soit eu un AVC ou soit eu un traumatisme crânien ont souvent une perte d'odorat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dû à une lésion au niveau du cortex. Et en fait, on a remarqué que les personnes qui ont finalement une perte d'odorat, une anosmie cérébrale, on appelle ça une anosmie, ont souvent une dépression qui est associée. Donc c'est étonnant. Ok, Pourquoi? deixa eu traduzir isso. Deixa eu traduzir isso. Gente, ainda mais impressionante. Então, a parte olfativa, né, é criada justamente totalmente ligada com a parte emocional. E o Mark disse que ele acompanhou pacientes, né, justamente que tiveram traumatismo craniano. E quando essas pessoas tiveram traumatismo craniano, a parte olfativa foi afetada. E por essa parte ter sido afetada, esses pacientes que tiveram esse traumatismo craniano, eles sofrem de depressão. Alors, la dépression est liée justement à ça, Marc. Donc, on Alors, continue. Oui? donc c'est pour ça qu'en fait qu'il y a on va voir tout à l'heure qu'il y a finalement des connexions cérébrales. C'est-à-dire qu'en fait que donc le siège de l'émotion, ce qu'on appelle, c'est le système limbique. Le système limbique est le siège de l'émotion. Et ce siège de l'émotion prend naissance à partir de ce bulbe olfactif, à partir finalement de cette zone qui gère finalement les odeurs. C'est pour ça que si on remarquait bien, quand on sent qu'un aliment est périmé, c'est grâce à l'odorat. Et donc, du coup, après, on va mémoriser que cet aliment est périmé. Donc, la prochaine fois, on va se dire, ah non, ne touche pas à ça parce qu'il n'est pas bon. Donc, l'odeur et l'émotion sont liées. Et au niveau du cerveau, ce système limbique va générer deux structures qui sont essentielles pour l'apprentissage. C'est-à-dire l'amygdale, qui est le siège de nos émotions, et l'hippocampe, qui est le siège de la mémoire. Et les deux, en fait, sont
intriqués dans le système limbique qui est le siège général de l'émotion. Ok, Marc. Donc, attends, si j'ai bien compris. Tu as la connexion cérébrale, en fait, c'est le siège de l'émotion. Donc, tu as l'odorat qui est complètement lié, en fait, au développement des neurones, c'est ça? C'est ça. La première Ok, base, c'est vraiment le bulbe olfactif. Ensuite, on a le ok. système limbique. Alors, c'est ça que je comprends par le système. Le système limbique, c'est des protubérances neuronales, des tissus neuronaux qui vont finalement s'associer et gérer finalement les émotions. Et dans ce Ah, cas, tecido neuronal. Ok, voilà. ok. Je traduis, Mark, porque Ouais, eu não repete, pá. Então, gente, ele falou aqui que, na verdade, o cérebro tem conexões cerebrais, né? Os neurônios. Então, os tecidos neurais, eles estão realmente conectados. E essa conexão, a sede das emoções, justamente ela nasce no olfato. E aí, essas ligações entre as amígdalas e eu acho que em português fala-se hipocampo, não sei como é que fala em português. Marc, c'est quoi le hippocampe? C'est alors, ça? alors l'hippocampe, c'est une petite structure en fait qui est Mhm. à la base de notre cerveau, qui elle va encoder toutes les informations qui sont présentes et toutes les Mhm. informations contextuelles. Alors lui, c'est son rôle, c'est ce qu'on appelle le rôle de sentinelle. Donc c'est Mhm. il va finalement répertorier toutes les informations avec précision. Mais lui, il reste que sur des faits. Il reste que sur les faits. Alors que l'amygdale, lui, va encoder juste la couleur affective de l'information. Vous voyez? Ok, ok. Je note afetivo. Donc, então, gente, ele falou que a junção entre a conexão amidal, né? Eu acredito que em português fala-se assim, e o hipocampo, na verdade, que são. O hipocampo é geralmente aquilo que são os fatos, o que é concreto, né? E a amidal, na verdade, é aquilo que é a cor afetiva. Então, nós temos aqui os dois juntos, o que é concreto, fato, e o que é afetivo, né? Então, juntos vai formar justamente novos tecidos neuronais. Neurais. Em português é neurais. Muito bem. Marc, il y a Jessica qui nous dit, elle nous pose une question. Tu veux continuer? Tu as fini ce que tu disais Ah oui, ou je peux te poser la question? oui vas-y, vas-y. Je peux te Ouais, poser? ouais. Alors, Jessica nous dit, quelles émotions nous permettent d'apprendre? Comment apprendre quelque chose? Un sujet, une matière qu'on n'aime pas. Ah, ça c'est Ah, difficile. non. On n'aime Ah, pas. Il n'y a pas d'émotion. Je traduis la question. Je d'accord. traduis la question de Jessica. Gente, a Jéssica perguntou assim: quais emoções nos permitem aprender? E como aprender uma coisa, algo, uma matéria, alguma coisa que devemos aprender, se nós não gostamos disso? Como fazer? Alors, Marc, bonne question. Alors, Comment faire Jessica, si je n'aime très, pas? très, très bonne question, hein, Jessica. Très, très bonne question. En fait, déjà, ce qu'on peut comprendre par là, c'est on peut apprendre enfin, il y a le cerveau émotionnel et le cerveau finalement rationnel qui sont intriqués l'une à l'autre. Donc on ne peut pas forcément séparer l'intelligence émotionnelle et le cerveau rationnel. Mhm. C'est-à-dire que bien souvent, on peut apprendre des informations en passant que par l'amygdale et le système limbique et ne pas passer par le cerveau pensant. Et aussi vice-versa. C'est-à-dire qu'en fait, des émotions fortes, que ce soit la colère, l'angoisse, l'anxiété, peut saboter finalement la mémoire active, c'est-à-dire la capacité à pouvoir mémoriser des informations. Ok. Gente, a resposta para a pergunta da Jéssica, né? Nós não, o Mark falou que, na verdade, temos os dois lados emocionais, né, do cérebro. Na verdade, temos o lado racional e o lado emocional do cérebro, mas que o lado racional, às vezes, ele pode sobrepor justamente o lado emocional. Então, como nós temos os dois, eles podem trabalhar juntos, mas eles também podem trabalhar de maneira separada. Então, na verdade, a pergunta da Jéssica é como aprender algo que a gente não gosta, né? Então, se você não gosta, nesse caso, você vai utilizar o seu lado racional. E não justamente o lado da. Você vai usar o lado. Não vai usar o lado afetivo, né? Das amidal, né? Você vai já usar o hipocampo, que é o lado mais racional do seu cérebro, o lado que trabalha com os fatos, né? Os fatos vão lhe ajudar justamente a memorizar aquilo que você não gosta. Então, gente, tem esperança. Se você não gosta daquilo que você está estudando, vai em frente, usa o lado racional do seu cérebro. Você vai aprender, não tem para onde correr. Ok, je dis Marc, en fait que si, même
Si on doit apprendre, par exemple, une langue étrangère, s'il y a quelque chose à apprendre et qu'on n'aime pas, donc vas-y, allez-y, allez-y, foncez, utilisez votre côté rationnel et tout va bien. Non. Tout va bien se Alors, passer. ce qui est intéressant, c'est de finalement favoriser le contexte, en fait. Mhm. Dans le sens qu'il y a un chercheur français, Joseph Ledoux, qui est neuroscientifique et neurologue. Il a compris en fait ce système. Il a vu en fait que dans le cerveau, il y a le amygdale. Pardon. Il n'y a pas de déstabiliser. Non, je rigole. Donc, donc ce neuroscientifique a vu qu'il y a un circuit, donc amygdale qui relie l'amygdale, le siège de l'émotion, et le cortex préfrontal. Et il a vu que certaines informations ne passaient pas par cette autoroute. C'est-à-dire qu'il a vu en fait qu'il y avait une bifurcation qui faisait en sorte que l'information était beaucoup plus rapide, mais moins précise. Et ça, finalement, c'est l'information qui passe par les émotions. Les informations qui passent par le cerveau émotionnel sont plus rapides, plus intenses, mais elles sont moins précises. C'est pour ça que des fois, vous voyez, vas-y. Marc, je sais, c'est passionnant, mais il faut que je traduise. Mon cerveau travaille beaucoup là, je travaille rationnel, émotionnel, tout ça, il se confond. Alors, je reprends. Donc, il faut favoriser le contexte, c'est ça? Il faut favoriser le contexte. Tout d'abord, il faut favoriser le contexte. Donc, tu as dit qu'il y a un chercheur, c'est ça, Ouais, qui a découvert en fait que la mémoire émotionnelle, elle va plus vite, c'est mais ça. elle Voilà. reste moins longtemps, c'est ça? La mémoire, enfin, les informations que donne la mémoire émotionnelle sont plus rapides, plus intenses, plus fortes que le cerveau pensant. Ah, ok. C'est D'accord, ça. já traduzi isso. É, gente, então aqui continuando, ele falou que temos que primeiramente favorizar, né, favorecer, na verdade, um bom contexto. Temos que ter um bom contexto de aprendizagem para a gente poder aprender. Então, tem um estudioso, né, um pesquisador, que percebeu que as informações geradas pela parte emocional do cérebro, elas são muito mais intensas, muito mais rápidas, né, do que aquelas geradas pela parte do cérebro que é pensante, racional. Então, tudo aquilo que vai pela emoção vai ser aprendido, vai ser memorizado muito mais rápido do que aquilo que vai pela razão, né? Voilà. Ok. Et du coup, n'oubliez pas, j'ai parlé aussi de l'hippocampe, hein. Donc l'amygdale qui est l'émotion, l'hippocampe qui est plutôt la sentinelle. L'hippocampe, lui, va finalement intégrer toutes les informations qui sont précises, le contexte. Je vous donne un exemple. Então você tem aqui a parte amidal, né, que é aquilo que é o sentimento, e o hipocampo, que é tudo aquilo que é preciso, fato, real. Então ele vai nos dar um exemplo para que possamos compreender melhor essa diferença entre essa parte amidal e essa parte do hipocampo, né? O IMAC. Alors, du coup, l'hippocampe, lui, comme je l'ai dit, il va mémoriser le contexte. C'est vraiment la sentinelle. Alors, selon d'autres chercheurs, pour favoriser finalement l'apprentissage, c'est trouver cet équilibre entre l'amygdale et l'hippocampe. Parce que quand nos émotions sont perturbées, quand finalement on est dans une intelligence, enfin, dans une émotion qu'on n'est pas dans un équilibre, eh bien, celle-ci va envoyer en fait des informations, des informations du coup des messagers chimiques, neurochimiques, au niveau de l'hippocampe qui va perturber finalement notre capacité d'apprentissage. Ok. Gente, ele disse, na verdade, que temos que encontrar o equilíbrio entre a parte amidal, que é justamente o sentimento, e a racional, que é o hipocampo, né? Que são os fatos. Porque caso não tenha esse equilíbrio entre essas duas partes do cérebro, uma coisa pode atrapalhar a outra. Por exemplo, uma emoção forte pode atrapalhar justamente a sua capacidade de concentração. Un exemple. Tu peux nous donner un exemple, Marc, Ah, pour d'accord. bien comprendre? Alors, j'ai reçu dernièrement un jeune qui est venu me consulter en fait parce que voilà, il passait des examens et il avait des difficultés finalement à pouvoir apprendre ses leçons en tout cas pour réussir son concours. Et je lui demandais en fait, mais qu'est-ce qu'il ressentait à chaque fois qu'il et il me disait qu'à chaque fois qu'il prenait son cahier, il sentait une angoisse. Je lui dis, mais à quoi est liée ton angoisse? Il disait, je ne sais pas. À chaque fois que je commence à réviser, je pense en fait à ma mère. Et bien souvent, donc sa mère en fait était bien plus loin. On a vu que sa mère en fait était malade, qu'elle était. Et donc du coup, en fait, par association, en fait, il y avait cette inhibition intellectuelle parce qu'il y a quelque chose au niveau du schéma cognitif qui était verrouillé.
Ok. Ele nos deu um exemplo, gente, muito presente, né, também hoje na nossa vida. Ele disse que ele recebeu em consultação, né, na consulta, um jovem que tinha muita dificuldade na hora de estudar justamente para um concurso. Ele disse que a cada vez que ele ia pegar o caderno dele para estudar, tipo matemática, ele tinha muita angústia, ele sentia uma angústia muito grande.